Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les habitologues? Qu'est-ce que c'est? À qui s'adresse cette formation? Déjà pour commencer. Ok. Alors oui, les habitologues. Parce que fallait trouver un nom à une fonction qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui. Ça a souvent été abordé. Je me souviens d'un article que j'avais écrit, dont si ma mémoire ne me trompe pas, et qui est toujours sur Bill Green, l'analyste, le chaînon manquant du bâtiment, ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un, le chaînon manquant, c'est sûr. Si quelqu'un fait une recherche sur Bill Green avec le chaînon manquant, forcément, cet article va monter. Et il est désespérant de se rendre compte que on se comporte toujours, enfin pas toujours, mais très et trop souvent de la même manière. C'est quand on a une problématique, quand on a une aspiration, un projet, on cherche une solution. Et cette solution, en fait, on va voir des gens qui en parlent, qui vendent, etc. Et ils disent « Ah, tu veux faire ça ?» Là, on fait de la vidéo. Par exemple, dans la vidéo, tout le monde le sait, un des problèmes récurrents dans la vidéo, les plus difficiles, c'est le son. Si je vais dans une boutique, je dis « J'ai un problème de son ». Si j'ai un bon spécialiste du son, il va me dire « Ok, bon, c'est pour faire quoi ? C'est dans quelles circonstances? Est-ce que c'est en intérieur? Est-ce que c'est en extérieur? Est-ce que c'est avec des gens qui sont en mobilité? Est-ce qu'il faut que ça soit de l'unidirectionnel? Est-ce qu'il faut que ça soit plutôt pour du spatial? Etc. etc. Et quel niveau voulez-vous atteindre? Là, j'ai affaire à un bon professionnel. Mais le plus souvent, on a quelqu'un qui dit « Ah, regardez, sur mon étagère, là, j'ai ce micro-là, il vient d'arriver, c'est le dernier cri. Là, en plus, il est en promo. Donc, moi, je vous conseille ça. » Et c'est 90 fois sur 100 ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on achète, on nous le vend. Mais le vendeur, il fait son job. Celui qui est incriminé comme n'ayant pas rempli le sien, c'est celui qui a acheté. On achète des systèmes parce qu'on est content. On a un système. On arrive, on ouvre la boîte, on branche, on regarde pas le mode d'emploi, ça marche pas. On dit on décortique le mode d'emploi, puis d'un coup on dit mais c'est pas ce que je veux. Alors si c'est un micro, c'est 20, 30, 50, 100, 200, 300 euros parce que ça peut monter, hein. Mais bon, c'est pas dramatique quoi, on s'en remet. Mais dans l'habitat, si on n'a pas pris la bonne décision, qu'on n'a pas fait ce qui convient, et qu'on a pris possession des lieux et qu'on les habite, et que pour faire ce qu'il aurait fallu faire au départ, il faut recasser, ou il faut à minima avoir des ouvriers qui vont venir, des spécialistes qui vont pendant une semaine, 15 jours, me foutre en l'air ma déco, me mettre de la poussière partout, etc. Et dans l'habitat, c'est rare qu'on ait une facture à 50 euros. Hein. C'est plus souvent des milliers. Hein. Et donc, j'ai le souvenir, je l'ai souvent cité, de Joseph, un petit paysan au Savoyard, retraité, pour une grosse retraite, Joseph, vieux garçon, etc. Toujours des paroles magnifiques, Joseph. Et entre autres, un jour où je l'interpellais, on va pas refaire toute l'histoire, mais où je l'interpellais sur une dépense qu'il venait de faire qui me semblait très importante par rapport à ses moyens, et surtout l'utilisation qu'il allait en avoir. Je lui dis, ben Joseph, vous avez cassé la tirelire. Qu'est-ce que tu dis là? Je pense que vous avez dépensé beaucoup pour un besoin qui n'était peut-être pas aussi important que ça, etc. Il me dit, le besoin, c'est moi qui le décide. Et 2, t'apprendras que je ne suis pas assez riche pour acheter 2 fois. J'ai pris une leçon de vie ce jour-là, monstrueuse. J'en remercie encore Joseph, dont je n'ai pas de nouvelles, mais qui, j'imagine, compte tenu de l'âge qu'il avait à l'époque, n'est probablement plus de ce monde, mais merci à toi, Joseph. Et donc, oui, il faut être très riche pour pouvoir acheter 2 fois. Et il faut être très riche et avoir les possibilités d'aller vivre ailleurs pour redonner sa maison ou son appartement à des gens qui vont tout remettre en cause de ce qui a été fait auparavant. Donc comment ne pas se tromper? Il ne faut pas acheter un système sans savoir s'il correspond. Et c'est quoi correspondre à nos besoins? C'est pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Est-ce que ce pourquoi-là, il est juste? Déjà, vérifier la justesse, la légitimité de mon besoin exprimé.
Est-ce que j'y ai droit? Oui, peut-être, mais est-ce que pour autant c'est sage? Je ne sais pas, mais ce sont des questions à se poser. Alors, c'est vrai que c'est difficile, hein. On arrive aujourd'hui dans des périodes où, pour la première fois, en tout cas d'une humanité récente, on doit se poser, alors qu'on sait qu'il y a des moyens techniques, que ce dont on rêve existe, qu'on en a les moyens financiers, qu'on a des vendeurs qui sont prêts à nous le vendre. On doit se poser la question de la légitimité de l'achat. Est-ce que cet achat, cet investissement, cet équipement, cet acte que je vais poser, pour mon petit confort à moi, et là, j'aime bien cette pancarte, non, c'est peut-être comme ça qu'il faut que je me mette pour qu'on la voie mieux. Nos bons plaisirs d'aujourd'hui, leurs galères de demain, ok boomer. Je suis grand-père. Ça, je l'ai mis quand je suis allé participer à une manifestation de jeunes lycéens étudiants en septembre 2019, avant qu'on connaisse tous les ennuis qu'on connaît depuis. Hein. Et donc ces jeunes se sont révoltés, enfin se sont pas révoltés parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils ont le droit de se révolter contre nous en disant, bon, il y a des bouleversements climatiques qui arrivent, qui sont là, et malheureusement, nous, comment va-t-on faire pour vivre demain? Parce que tout ça prend une ampleur énorme, on ne maîtrise pas où ça va, on aura des besoins considérables et on aura moins de ressources pour y faire face. C'est la phrase du développement durable. Hein. Comment faire face à nos besoins d'aujourd'hui en donnant la possibilité aux générations futures de faire face aux leurs. Hein. Donc on ne doit pas consommer à outrance pour un bon plaisir. Nos bons plaisirs de demain, faisons qu'elles ne soient pas leurs galères de demain. Et ok boomer, parce que j'en suis un. Parce que j'ai largement bénéficié de tout ça, et parce que, eh bien, je suis pas à l'aise avec ça. Parce que mes petits-fils, quand je les regarde, et je vais bientôt être grand-père une 3e fois, alors certains diront, bah, ils n'ont qu'à pas se reproduire. Ouais, ok, d'accord, bon, c'est un point de vue. Moi, j'adore mes petits-enfants, c'est pas celui que je partage. Voilà. Soyons raisonnables, peut-être ne pas avoir des familles de 5, 10 enfants, ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que je vais leur laisser? Qu'est-ce que je vais leur léguer? Et le legs que je vais leur transmettre, c'est pas cette maison. Cette maison, elle existe, mais s'ils sont bien dedans, mais que c'est invivable autour, qu'il faut mettre une bulle au-dessus pour rester dans une bulle climatique acceptable, etc., etc., c'est pas une vie. Qu'est-ce que je fais? Donc, je pense qu'effectivement, il faut faire attention à ça. Hein. Et donc, il faudrait, pour ne pas poser des actes inutiles ou inappropriés, avoir un diagnostic déjà un contrôle de la justesse de mon acte, hein. Ses impacts, il faut être conscient de ce qu'on fait, hein. On doit poser des actes en conscience. Hein. Alors c'est difficile, hein, parce que d'un coup, c'était bien quand même quand on consommait à outrance, sans se poser la question de on tape dans la butte et est-ce qu'il y en aura toujours? Bah ouais, la butte elle devient de plus en plus petite. Hein. Donc faut faire attention. Et donc dans le bâtiment, avant de poser un acte que représente tous travaux qui sont réalisés, hein, c'est un acte qu'on pose, il faut se poser la question de la justesse de cet acte, mais il faut aussi se poser la question de l'impact de cet acte, non seulement sur l'environnement en général, mais sur l'habitat lui-même. Et sur l'habitat lui-même et sur l'habitant, parce qu'on oublie aussi cet aspect-là. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'habitat, il faut tenir compte de ce qu'il est, de là où il est implanté, de son architecture, donc de sa conception, de sa destination d'usage antérieurement et actuellement. Parce que tout ça, ça change. Hein. Il faut tenir compte des matériaux qui ont été utilisés. Et autrefois, on construisait bio dans le sens où, de toute façon, il n'y avait pas de moyens de transport, on n'avait pas de moyens financiers, etc. Et on ne connaissait pas l'existence d'autres matériaux, donc on utilisait ce qu'on avait localement. Hein. Donc le local, autrefois, c'était naturel. Hein. Et donc, dans les zones à piser, on a du piser. Dans les zones à pierre, on a de la pierre. Dans les zones à terre qui nécessitent d'être cuites, on a des constructions en terre cuite. Dans les
les zones où il y a du bois, on a du bois. Dans les centres-villes, on a du colombage. Parce qu'il fallait amener des structures facilement transportables, et quand on a juste un tombereau et un cheval qui a une capacité d'emport en gros d'une tonne, une tonne de bois ça fait quelques mètres cubes, une tonne de pierre, on l'a abordé dans une autre vidéo ou dans celle-ci, je ne sais plus, c'est un demi-mètre cube. C'est pas beaucoup. Hein. Donc voilà, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et donc, une fois qu'on a les matériaux, il y a eu une technique de construction. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le vernaculaire. Hein. L'architecture, elle répondait à des contraintes locales, de climat, de vent, etc. C'est complexe. Hein. Et c'est pour ça que les habitats sont tellement variés en France, parce que on a du climat méditerranéen, du climat océanique, du climat continental, du climat de montagne, on a du semi-continental, on a en plus des montagnes qui nous créent des aérologies particulières, etc. Donc c'est très varié. Hein. Et donc on a le sud qui est moins exposé au froid l'hiver, on a le nord qui maintenant devient moins exposé aussi, mais qui l'a été, et donc on hérite de ce qui a été construit sous ces conditions climatiques-là. Et donc c'est extrêmement variable. Et donc une fois que cet habitat, on a déterminé ce qu'il est que la pierre, elle peut accepter ceci ou pas cela? Est-ce que je peux faire un enduit au ciment Portland contre de la pierre? Certains vous diront non parce que ça perspire pas, parce que la vapeur d'eau, l'eau ne peuvent pas passer, etc. Il faut savoir qu'il y a des pierres qui sont beaucoup plus étanches que le mortier au ciment qu'on va leur mettre dessus. Mais il n'y a pas que ce problème-là. Il y a un problème on a vu tout à l'heure, l'humidité dans le mur, elle peut varier selon le climat. Hein. Et donc quand j'ai plus ou moins d'eau dans mon mur, il va connaître des variations. Il y a une excellente vidéo sur Rebat Bio qui aborde ce sujet-là, et j'invite tous ceux qui se posent des questions à aller la voir. Donc c'est un artisan qui sait de quoi il cause, hein, et qui nous explique qu'effectivement un mur en pierre ou en pisé ou autre, il connaît des micro-variations de l'ordre de 1, 2, 3 dixièmes de millimètre, mais bon, voilà, il les connaît, hein, et on ne les ressent pas, nous. Hein. Si, maintenant on commence à le voir avec les problèmes d'assèchement des couches d'argile sur lesquelles on a construit. Donc là, ouais, les pathologies, on commence à les voir arriver, et puis c'est pas fini. Hein. Mais même si on n'a pas ces pathologies-là, ça bouge un peu, et un enduit ciment, lui, il ne bouge pas du tout. Et si j'ai un mur qui bouge de 1, 2, 3 dixièmes de millimètre par mètre d'élévation, c'est pas beaucoup, mais ça suffit à détruire la liaison entre l'enduit que j'ai fait, le calcin qui est là, et la pierre. Le calcin, c'est la protection de la pierre. Et quand il n'y a plus tout ça, et qu'on a de l'eau qui veut s'échapper, l'eau va avoir tendance à pousser un peu l'enduit, ça cloque, ça tombe, etc. Donc, voilà, il faudrait analyser ce que sont les bâtis et ce qu'ils peuvent accepter. Il faut analyser les pathologies de ces bâtis, les maltraitances qu'ils ont déjà subies. Hein. Et il faut ensuite voir la vétusté de l'ensemble, parce que les matériaux vieillissent. Hein. Donc tout ça, c'est à faire au niveau des bâtis eux-mêmes. En ce qui concerne le bâti, on en a fait le tour. Maintenant, l'habitat, il porte ce nom-là parce qu'il est habité. Et s'il est habité, c'est qu'il y a un habitant, des habitants. Donc il faut aussi tenir compte de ce que souhaitent les habitants. Je souhaite vivre de cette façon-ci, de cette façon-là, etc. Donc, j'aimerais faire ci dans mon habitat, j'aimerais faire ça dans mon habitat, j'aimerais créer une ouverture ici, agrandir celle-là, fermer celle-là, j'aimerais créer un étage, j'aimerais rehausser, rallonger, etc. Si je vais voir un artisan, un bon, il va dire, écoute, je te propose ça parce que ça, je le maîtrise bien, etc. Hein. Mais est-ce que le ça en question est compatible avec ce qui est en amont, ce qui existe? Question à se poser. Hein. Est-ce que ce que monsieur ou madame l'habitant ou l'habitante vous souhaitez avoir est possible dans votre habitat? Des fois, non, ça ne l'est pas. Et si cette
personne, cet habitant ou cette habitante s'adresse à quelqu'un qui est un peu aigrefin ou qui a besoin de trouver des heures de boulot, peut-être vas-tu lui vendre quand même. Hein. Et puis, on va devoir corriger le tir. Et on entre dans le système qu'on a acheté qui ne correspond pas. Voilà, on y revient. Hein. Donc il faut éviter tout ça. Et pour éviter tout ça, il faut qu'on ait une personne en capacité. Alors, moi j'aime bien faire un parallèle avec notre corps et la médecine. Si j'ai une douleur, j'ai la possibilité de dire, voilà, j'ai mal au genou, je vais aller voir un spécialiste des articulations. Mais peut-être que ça vient pas de ça. Peut-être que ça vient d'un surpoids. Et c'est plutôt un spécialiste de l'alimentation qu'il faut que j'aille voir. Hein. Peut-être que ça vient du fait que je fais toujours le même mouvement répété et qu'il faut que j'aille voir un spécialiste de l'ergonomie du poste de travail que j'occupe. Hein. Et donc, je ne vais pas spontanément aller voir un spécialiste. Je vais aller voir qui ? Je vais aller voir mon médecin de famille, le généraliste. Alors le généraliste, il va poser des questions, il va dire ah, bon, on se connaît, etc. Bon, les antécédents dans votre famille sont comme ci, comme ça. Ça, c'est l'état de vétusté du bâtiment, c'est ce qu'il a vécu, etc. Hein. Et puis, mais je vous connais un peu quand même, Monsieur Tartampion ou Madame, je sais pas comment. Vous n'êtes pas très sage dans l'existence et vous faites des choses qui vous poussez trop loin. Donc ça, peut-être, vous devriez ne pas le faire. Ça, c'est le conseil qui serait bon de donner à l'occupant en disant tu veux vivre à 25 degrés chez toi, c'est peut-être pas souhaitable. Hein. Donc voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise ça. Hein. Et ce médecin généraliste, en auscultant, en posant les questions, en auscultant, il fait l'état de son patient, comme un spécialiste pourrait faire l'état du bâti, et en posant les questions, il s'enquiert de la pathologie, du ressenti, parce que c'est extrêmement important, ce qu'on pourrait faire en demandant à l'occupant qu'est-ce qu'il ressent, et il s'enquiert également de ses objectifs, comme on pourrait le faire en le demandant à l'occupant. Eh bien, ce médecin généraliste qui est incontournable pour notre santé. Je pense que 99% d'entre nous aiment bien aller voir leur médecin généraliste pour savoir vers qui, vers quoi, etc. Et le médecin généraliste, il va orienter vers le spécialiste, il va prescrire une médication si c'est simple, etc. Voilà, il va faire son boulot. Ça n'existe pas dans le bâtiment. L'habitologue, c'est le médecin généraliste du bâtiment. Alors, habitologue, il y a un antécédent. C'est Antilovague, hein, qui a effectivement posé des bases. Hein. Alors, on n'a pas pris ce nom en ayant à l'esprit Antilovague, mais il s'est avéré qu'en réfléchissant, on voulait avoir le souci du bâtiment. Et on avait pensé à médecin du bâti, médecin de... Bon, mais on s'adressait qu'au bâti. Et après, si c'est votre bien-être dans le bâtiment, on s'adresse qu'à l'occupant. L'habitologue, quand on en parle avec des gens qui n'ont pas connaissance de ce mot, puisqu'il est quand même un peu inventé, hein, il est récent, d'emblée disent « je vois à peu près que ça a trait à l'habitat ». Et le log, en règle générale, c'est les gens qui soignent. Hein, l'infectiologue, on entend beaucoup parler ces temps-ci, l'angiologue, le cardiologue. Donc ça a trait à l'analyse de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. Eh bien, l'habitologue, c'est ça. C'est une fonction. Et cette fonction, elle n'existait pas. Hein. On avait beaucoup de spécialistes, on les a toujours. Hein. Dans les spécialistes, on a déjà abordé, je mets l'architecte, je mets le maître d'œuvre, je mets l'ingénieur structure, je mets dans lesquels je mets le thermicien qui est un ingénieur parmi d'autres, je mets les artisans, je mets les conseillers du réseau fer, etc. Ils ont des fonctions, mais ils n'ont pas cette fonction de généraliste. Et cette fonction de généraliste, il fallait la créer, il fallait l'initier. Donc, modestement, on essaye de le faire. Et maintenant, il faut transmettre les compétences à ces spécialistes, parce qu'on ne va pas forcément prendre des gens qui n'ont aucune science du bâtiment. Bon, s'il y en a qui n'en ont aucune et qui veulent l'acquérir, ça va être plus difficile, plus long, etc. Ils vont pouvoir y arriver. Mais
Je pense, entre autres, et plus particulièrement aux architectes, aux maîtres d'œuvre, aux gens qui sont dans les bureaux d'études, etc., qui ont déjà une grande culture du bâtiment. Chacun en a une partie, les artisans, chacun en a une partie. Mais cette partie-là, déjà, il n'a pas à l'acquérir, puisqu'il l'a. Hein. Mais par contre, lui apporter ce qu'il n'a pas, faire le complément de ce qui lui manque. Et faire que tous ces habitologues arrivant d'horizons divers aient un tronc commun de savoir et un tronc commun d'approche pour ne pas être des spécialistes qui arrivent en disant « j'ai vu votre bâti, il faut faire ça ». Non, ça n'a pas de sens. Mais par contre, voyons votre bâti avec vous, analysons-le, etc. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quelles sont vos attentes? Et donc, en fonction de tout ça, faire un bilan et dire, non pas prescrire, parce que nous ne sommes pas des médecins, mais, enfin des médecins dans le sens de ceux qui disent, voilà, j'ai appris à la faculté de médecine, il faut que vous fassiez ça. Donc, nous ne sommes pas ça. Nous sommes des gens, je dis nous parce que je pense que je suis un des premiers habitologues sans le savoir, mais il y en a plein d'autres que moi. Hein. La difficulté étant de savoir s'ils sont vraiment habitologues et où les trouver et comment les trouver. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Mais donc, de telle sorte à ce que ces habitologues, le particulier qui va s'adresser à eux, parce que ce sont des professionnels que nous formons, à qui nous donnons ce complément de formation qui peut-être leur fait défaut. Donc, le particulier qui va s'adresser à un habitologue puisse être certain qu'il va avoir un professionnel qui ne vient pas pour lui vendre qui une chaudière Tartampion à condensation, qui une pompe à chaleur, parce que c'est la grande mode ces temps-ci, qui de l'isolation, qui des menuiseries, etc. Donc voilà, c'est pas ça. Ça, ce sont des gens qui pourraient être considérés comme étant des pharmaciens, mais qui ne sont même pas, parce que le pharmacien, lui, il vend tout. Et il n'a pas la capacité de prescrire le médicament. Il a de vagues connaissances, bien évidemment, mais il n'a pas fait médecine, il a fait pharmacie. Donc lui, il connaît les actions, les interactions de la pharmacopée, est-ce que ça c'est compatible avec ça, etc. Voilà, c'est un grand spécialiste, il est nécessaire. Mais on revient toujours au médecin, quoi. Le médecin, il a appris la globalité. Et donc nous voulons faire que tous les gens qui ont un savoir, qui effectivement sont peut-être déjà pharmaciens en équivalence, sont peut-être déjà, je pense par exemple à un infirmier, c'est un peu comme un artisan, hein, un spécialiste des articulations, c'est un ingénieur. Si on met les équivalences, hein, voilà. Et donc, mais n'en demeure pas moins qu'il y a toujours besoin de ce généraliste en amont. Et ce généraliste en amont, donc on a besoin non pas d'en faire un spécialiste des articulations, donc de la médication à appliquer, etc. Non, ça, ils sont là, ils existent. On n'a pas la vocation à nous substituer à eux en tant qu'habitologue, mais à dire aux clients, voilà, on a fait un tour d'horizon que j'espère exhaustif, en fonction de ce que vous m'avez dit, en fonction de ce que j'ai constaté, en fonction de ce qu'est votre habitat, en fonction de ce que vous aimeriez avoir, en fonction de ce qu'il peut accepter et pas accepter, et en fonction peut-être des besoins impératifs qu'il a que vous n'avez pas vus, et avant de faire ça, il faudrait peut-être penser à corriger cette pathologie qui là est avérée, eh bien, dire, moi je vous donne des pistes. Vous devriez peut-être vous intéresser à ça. Je pense que si j'étais à votre place, je ferais plutôt comme ci, comme ça, à orienter vers le spécialiste, dire, voilà, votre charpente, oui, elle commence à avoir quelques soucis, donc vous devriez aller voir un charpentier. Ah, mais j'en connais pas. Est-ce que vous en connaissez un? Oui, ok, on va orienter vers le charpentier. Mais on va pas dire à la personne, il faut que tu changes ton chevron, et pour ça, il faut que tu prennes sur telle essence et avant que tu fasses telle chose, que tu détuiles ça. Non, c'est pas la vocation de l'habitologue. La vocation de l'habitologue, c'est de voir, de repérer qu'il y a une faiblesse sur le chevron et de dire, ça, c'est du travail du charpentier. Ou ça, cette faiblesse-là, elle n'est pas rédhibitoire. Par contre, il y a une fuite d'eau, il y a une gouttière. Ça relève du travail du couvreur.
Ou ça relève du travail du zingueur, pour prendre un cas de figure précis. Mais nous ne sommes pas, un habitologue n'est pas un charpentier, n'est pas un maçon, n'est pas un architecte, n'est pas un thermicien, n'est pas un ingénieur structure, n'est pas un économiste, n'est pas un conducteur de travaux, etc. J'en ai sûrement oublié, hein. Mais il est celui qui doit être en capacité de détecter la faisabilité ou non-faisabilité, l'expliquer à son client, et ensuite dire à son client, si vraiment vous êtes d'accord avec moi, parce que celui qui reste maître en sa maison, hein, ça l'a été du charbonnier, hein, mais ça l'est de l'occupant. Donc l'habitologue n'est pas celui qui va décider pour l'occupant, il est le coach. J'aime bien cette notion de coach. Alors, ouais, c'est un peu une tarte à la crème, mais la différence entre un prescripteur, il dit « tu dois faire ça ». Donc il se substitue. Le conseiller, il dit « je te conseille ça ». Et dans le « je te conseille ça », c'est pas une prescription, mais c'est déjà presque une prescription. Le coach est celui qui est à côté. Il dit pas « tu fais mal le geste », il dit « ce geste que tu fais », pour prendre le coach sportif, c'est les coachs les plus répandus, hein, il dit « il y aurait possibilité d'améliorer ton geste. Est-ce que tu veux que je t'explique comment tu pourrais l'améliorer ?» C'est ça, le coach. Et donc, oui, effectivement, c'est une forme de coaching. Alors après, le coaching, il peut être ponctuel, il peut être répétitif, il y a plein de façons de l'aborder, hein. Mais là, donc, on développerait trop, hein. Donc voilà, je pense que déjà, la fonction d'habitologue, telle que je l'ai définie, on a déjà quand même quelques idées de ce qu'il sera en capacité d'apporter ou pas à son client. Alors, j'aurais tendance à dire que donc c'est un coach, c'est une bonne chose. Les connaissances, les compétences, elles arrivent beaucoup de Claude Lefrançois par son expérience, oui. Mais ce n'est pas les seuls. Et je pense que tu peux nous expliquer qu'il y a aussi d'autres intervenants dans cette formation. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, ces intervenants interviennent parfois directement, mais quand on veut transmettre, il faut deux choses, primordiales et essentielles. Mais il ne faut pas en oublier une des deux. Il faut avoir un savoir, parce que sinon on n'a rien à transmettre. Si c'est causer pour causer, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut donc avoir un savoir. Il faut que ce savoir, il faut un savoir déjà un peu d'origine académique. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, il y a des gens qui ont réfléchi, je pense notamment dans la thermie, Fourier, Planck, Stéphan, etc. Bon, voilà, ils ont posé les bases. Donc on s'appuie sur leurs bases. Et il y a des gens depuis eux qui ont, en fonction de ces bases-là, dit pour lutter contre ça ou pour améliorer ça, on peut faire ça, etc. Il y a plein de choses qui existent. Donc, il doit y avoir cette connaissance. Et c'est vrai que c'est, quand je disais tout à l'heure, je travaille 70, 80, 90 heures par semaine. Oui, c'est vrai. C'est ça, joue pas. Ça, c'est un autre problème. C'est le mien, ça. Mais je passe énormément de temps, par exemple, à lire des thèses. Enfin, plus qu'à lire des thèses. Mais tous les thésards sont des gens qui ont déjà énormément de connaissances et qui sont sous le contrôle de leur père, qui en ont encore plus. Et dans une thèse, on trouve vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'une thèse, c'est 100, 250, 200 pages. Oh, c'est d'une littérature qui est quand même assez souvent un peu indigeste, mais voilà, il faut aller là-dedans. Donc ça, c'est une partie du savoir. Et puis, il y a l'épreuve de la réalité. L'adage populaire dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Parce que je peux théoriser tout ce que je veux avec la maçonnerie. Moi, j'ai appris une chose en matière de maçonnerie. C'est que le plus compliqué, c'est que la gravité fait que quand vous mettiez du mortier sur une truelle et vous voulez le projeter sur le mur, pendant un certain temps, c'est par terre que ça finit. Soit parce que ça tombe de la truelle, soit parce que vous n'avez pas le bon geste, vous ne projetez pas assez, ça ne se colle pas, etc. Donc, il y a la nécessité d'aller confronter les théories aux réalités. Et c'est vrai que, oui, j'ai quelques années d'heures de vol dans le bâtiment, et dont plus de 20 ans dans le bâtiment écologique, etc. Et même quand je n'étais pas avec cette étiquette-là, j'étais déjà dans la maison bois, etc. Donc,
Et je suis quelqu'un qui, n'ayant pas de formation spécifique, ne s'interdit rien. Je ne considère pas que ce que l'on me dit comme étant « c'est ça », c'est, comme on dit, parole d'évangile, je vais aller le contrôler. Et si j'ai une question, et je me suis entendu répondre récemment à un spécialiste, un leader européen dans son domaine, je faisais une petite proposition à un de ses responsables techniques, et je pense que mon idée était bonne. Et je suis persuadé qu'elle l'est. On va pas la développer là. Mais la réponse que j'ai eue, c'est non, on va pas le faire parce que ça n'a jamais été fait. Eh ben, si on raisonne comme ça, les théories d'Einstein, la relativité, on l'aurait pas. Planck, on n'aurait pas, etc. Donc, oui, celui qui invente, il pense à côté. J'ai écrit un article aussi sur Bill Green, Thinking Out of the Box. Les Américains adorent les gens qui pensent hors de la boîte. Et en France, on n'aime pas trop les gens qui pensent hors de la boîte, les empêcheurs de tourner en rond. Eh ben oui, je fais partie des empêcheurs de tourner en rond. Alors, j'ai aussi fait mes fausses routes et j'en demande le pardon à tous ceux à qui j'ai pu poser préjudice. Parce que, à un moment donné, j'ai causé des préjudices à des gens. Donc, je l'ai pas fait méchamment, je l'ai pas fait volontairement, mais probablement que je l'ai fait. Mais par contre, on dit qu'on apprend beaucoup de ces erreurs. Et ces erreurs-là, ben voilà, j'ai essayé de progresser. Et j'ai aussi pompé beaucoup à l'étranger. Parce que on a notre culture de construction, chacun est persuadé d'avoir la bonne méthode, mais les voisins ne sont pas tous que des gens qui n'ont rien compris aux choses, quoi. Donc il faut puiser, il faut considérer qu'on n'a pas la science infuse, et il faut aller chercher, partout où on peut aller chercher, mais il faut vérifier, il faut contrôler la véracité de ce qui est dit, et il faut l'expérimenter et le tester soi-même. Et donc c'est avec ce recul-là qu'effectivement j'ai posé les bases de ce qu'est la mythologie. Je me fais aider par des gens qui sont bien meilleurs que moi, via des masterclass. J'ai fait intervenir quelqu'un sur les remontées capillaires, par exemple, qui est bien plus fort que moi. Je cite ceux qui me viennent en tête sur le produit terre dans le bâtiment, parce que là, il y a des gens bien plus forts que moi, etc. Donc, voilà. Et ces gens-là, soit interviennent directement, une masterclass, ou une partie de cours, ou un cours, ou disent, moi je me sens pas de transmettre, parce que c'est là qu'est le deuxième volet, quand on veut transmettre, c'est avoir un savoir, avoir des connaissances à transmettre, mais c'est savoir les transmettre. Et il y a un mot qui est extrêmement important, c'est pédagogie. Et donc c'est vrai que moi je suis tombé dans la marmite de la formation il y a un certain temps. J'ai fait beaucoup d'animations, j'ai beaucoup animé des camps d'ados, et les ados ils volent pas, quoi. Ça remonte à quelques années, je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être encore moins simple qu'autrefois, mais forcément, si vous n'avez pas un peu de pédagogie, ça se passe pas bien. Donc la pédagogie c'est nécessaire, et effectivement j'ai certains intervenants qui me disent, moi je me sens pas de faire un cours comme tu le fais, ou c'est pas mon truc. Et ben ok, parlons-en. Donc écoute, je pense qu'il faudrait qu'on transmette ça. Ah non, là tu fais erreur, il vaudrait mieux transmettre ça, etc. Et là, je mets en musique, je transcris, je suis celui qui porte la parole et le savoir de l'autre. Pour aller jusqu'au bout de ce qui est délivré aux élèves. Parce que nous avons des élèves, alors on peut les appeler élèves, étudiants, etc. Ce sont la plupart des professionnels, des gens en activité ou qui vont l'être, etc. Mais n'empêche, ils sont là pour apprendre, donc ils sont élèves ou étudiants. Et donc, il est important qu'il y ait un fil rouge, qu'il y ait une continuité dans l'évolution du cours. Et le fait d'être effectivement celui qui intervient immensément majoritairement, pas forcément au niveau de ma pensée à moi, mais en retranscrivant la pensée d'un autre, ça permet, avec cet intervenant quasi unique, d'avoir une continuité dans le développé des cours, d'avoir une progression et de savoir pourquoi on part de là, on veut aller jusque-là, etc. J'ai vu beaucoup de formations où il y a beaucoup de bons intervenants,
mais il y a peut-être un manque de lien entre chacun des intervenants. Et donc ça, on a voulu aussi qu'il y ait cette fluidité. Il y a une cohérence. En fait. Une cohérence et une progression. Parce que quand on apprend l'alphabet, on part de A, on va jusqu'à Z. Et on passe le temps nécessaire sur chaque lettre. Et donc, et par contre, si on a un spécialiste du U, on va faire appel à ce spécialiste du U. Mais il ne va pas parler avant qu'on ait traité du B, si le B est nécessaire pour comprendre le U. Donc voilà, c'est un petit peu cette cohérence-là que nous avons souhaité avoir. Très bien pour ces intervenants. Donc c'est une formation continue. Quelle est aujourd'hui, enfin continue, la première formation dure 1 an, c'est ça à peu près 32 semaines c'est ça? Alors la formation, au départ, quand on a voulu mettre dedans tout ce qu'on pensait nécessaire, on dépassait allègrement les 70 semaines de cours, quoi, ce qui était trop long. Donc, on a mis une partie du nécessaire, non pas dans l'accessoire, mais en essayant de trier l'ordre d'importance et d'absolue nécessité pour avoir le tronc, ce que j'ai appelé tout à l'heure le tronc commun. Et donc, on est arrivé à 33 semaines. À raison de 4 à 6 heures de travail personnel de l'élève. Donc c'est délivré sous forme de vidéos qui sont retranscrites en PDF. On a également beaucoup de supports extérieurs vers lesquels on renvoie, donc qui peuvent être pas la thèse, parce que l'élève habitologue, il vient parce qu'il y a quelqu'un qui a étudié la thèse. Mais éventuellement dire, voilà, ça vient de ça, et vous pouvez le trouver à cet endroit-là. Parce que ça peut être important pour lui, s'il a des doutes, de vérifier que voilà, ça ne sort pas du chapeau, quoi. On renvoie également vers des écrits d'autres personnes, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des excellentes choses, etc. Donc il y a beaucoup de travail à produire, et donc on a estimé on pourrait donner tous les cours d'un coup, mais on les délivre parce que si on donne. Vous voyez, c'est Noël, c'est le sapin de Noël. Là, voilà, il y a les enfants qui sont là, ils ont accès à tous les cadeaux. Il y a une pile de papier d'un côté, il y a une pile de boîtes de l'autre, une pile de jouets de l'autre. Et puis, très rapidement, on ne sait plus qui va où, quoi. Le Lego, on a ouvert toutes les boîtes, on a mélangé les pièces. Ah, le Lego technique, on ne peut pas mélanger les pièces parce qu'autrement on n'y arrive plus, etc. Et là, c'est parti les pleurs. Donc, voilà, on a décidé de délivrer un certain volume de documents à travailler par semaine. Alors, chacun va à sa vitesse. On a pensé que le rythme moyen, c'était 33 semaines. On ne s'est pas trop trompé. On va atterrir à 35, 36 semaines, ce qui fait que les premiers cours ont été lancés en janvier. Et on va avoir nos premiers habitologues, là, au mois d'octobre. Parce qu'en août, on a fait une petite pause, parce que tout le monde a le droit de faire souffler les neurones. Et puis, pour ceux qui voulaient continuer à travailler, on les a largement incités à réviser. Et donc, mais par contre, on a des gens, parce qu'ils sont un petit peu plus brillants que d'autres intellectuellement, ou ils ont l'esprit plus vif, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, plus malins. Non, c'est pas ça. Mais chacun va à la vitesse qui lui convient. On a des élèves qui bouclent la boucle en 16 semaines. Et on a des élèves qui boucleront la boucle en 50 semaines. On a des élèves qui la boucleront pas. Parce qu'à un moment donné, c'était pas mon truc, etc. Mais bon, j'ai acquis un tas de choses, ou ce que j'ai acquis parce que je me destine c'est pour ma maison à moi, je m'arrête là, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez souple. Mais on convient avec l'élève, au bout de quelques semaines, on regarde le rythme. Et on regarde, parce qu'on a des outils de contrôle. C'est du distanciel, mais on a des outils de contrôle. Est-ce qu'ils ont bien ouvert les cours? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de me dire je vais plus vite parce qu'ils ont envie d'avoir le sapin de Noël et de piocher où ils ont envie d'aller? Parce qu'en règle générale, quand on fait ça, on pioche vers ce qu'on aime. Et donc, c'est pas forcément sur ce qu'on aime qu'on doit le plus progresser, parce que ça, des fois, on est déjà très bon. Mais c'est sur ce qui nous est rédhibitoire qu'il faut effectivement que je passe du temps. Et donc, on a des QCM à la fin pour avoir donc des validations. Voilà. Et donc après, on a des cours que l'on appelle les bonus, puisque s'il fallait 72 semaines au départ, c'est bien qu'il y avait un besoin de ça. Et donc,
les gens ont le tronc commun, ils ont les bases pour faire, nos habitologues, voilà, on leur a, enfin je dis les gens, non, les habitologues, que l'on va certifier, ont les bases nécessaires, mais il y a les compléments qui arrivent, qui sont des bonus, pour lesquels ils n'ont absolument pas à payer, et qui peuvent prendre comme ça, une fois qu'on en est au bonus, ils piochent au rythme qui est le leur. Et souvent, dans les bonus, pour avoir discuté avec eux, parce qu'on a eu un groupe pilote, on échange beaucoup avec le groupe pilote, de façon à faire un cours qui soit non seulement avec un contenu digne de ce nom, et qui corresponde aux besoins. Et donc ça, on a des retours qui nous ont fait comprendre qu'on ne s'est pas trop trompé sur ce sujet-là. Donc c'est bien. Mais il faut également qu'ils aient plaisir. Donc on a eu au départ des gens qui nous ont dit certains élèves nous ont dit ouais mais là sous cette forme-là c'est un peu austère, est-ce que vous pourriez faire comme ci, est-ce que vous pourriez faire comme ça. Quand c'est possible, oui on le fait bien évidemment, de façon à rejoindre ce côté pédagogique. J'ai envie de ce cours, j'attends qu'il arrive parce que il y a du contenu, ça me plaît. Et ce contenu est présenté de telle sorte à ce que je le comprenne, etc. Voilà, faut pas que ça soit quelque chose de désagréable pour l'élève, quoi. Et donc, eh bien, ces bonus, tous nous ont dit, par exemple, il y en aura pour peut-être plus des spécificités sur des appartements en ville, plus des spécificités sur des habitats d'une typologie particulière à une région particulière. Ceux qui sont dans cette région-là sont intéressés, mais les autres, peut-être en dehors d'une culture générale, s'ils n'ont pas trop le temps, ils diront j'y vais pas. Puis si un jour ils y sont confrontés, ils savent que le bonus est là, ils iront le chercher. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit cet ensemble. Donc là, la formation dure 33 semaines pour la première partie. Voilà, 33-35 semaines. Il y aura ces bonus. Quel est le projet derrière tout ça? Est-ce que comment on va pouvoir contacter les habitologues, notamment derrière? Quel est le projet? Ouais. Alors, il y a peut-être des choses, maintenant que tu dis ce qu'il y aura, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, une tout particulièrement. On a un coaching de groupe par mois, où tous les élèves viennent, ou ne viennent pas, mais ils l'ont en différé. Où les questions sont posées. Alors elles sont posées en amont, c'est souvent plus facile pour les aborder, ou elles sont posées au fil de l'eau, on y répond, etc. Donc, et bien évidemment, tous ces cours sont ouverts à commentaires. Et les commentaires sont accessibles à tout un chacun, etc. Alors, oui, on pourrait... Je pourrais continuer encore longtemps sur l'outil qu'on utilise, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Donc maintenant, quelle est la suite de tout ça? La suite de tout ça, il est que, puisqu'on aura des habitologues compétents, et qu'on a des particuliers qui ont besoin de ces habitologues compétents, eh bien, c'est bien de donner le moyen qu'ils se rencontrent. Alors, et les habitologues entre eux. C'est-à-dire qu'un habitologue, pour nous, ne doit pas être quelqu'un qui a une compétence, mais qu'il reste dans son coin avec le savoir qu'il a. Il faut que ce soit interactif. Et on a donc, un petit peu comme un groupe Facebook privé, mais ça ne sera pas avec Facebook, on a cet outil où ils sont en échange possible. Un forum. C'est un peu plus poussé, encore, c'est vraiment, il y a un outil spécifique pour ça, je me rappelle pas le nom, parce que moi, les noms des outils, c'est pas mon truc. Un réseau social. Ouais, mais qui est vraiment pour les habitologues, et exclusivement pour les habitologues. Et donc, je pense notamment, par exemple, il y a un peu de pisé en Normandie, mais très peu, et il y a des zones où peut-être l'habitologue en a jamais vu, et donc il se dit, peut-être même il peut ignorer qu'il y en a dans sa zone, parce que personne n'a la science infuse et la connaissance universelle des choses. Et puis il y a des zones, je pense notamment, j'ai habité en Nord-Isère, là-bas 80% des maisons anciennes c'est du pisé, donc forcément l'habitologue là-bas il va avoir travaillé le sujet. Et donc on a notre habitologue en Normandie qui trouve une maison en pisé, qui dit il y a le cours, il retourne, ok, mais je vois ça, là je sais pas trop de quoi il retourne, est-ce que c'est grave, pas grave, docteur, puisqu'on y revient. Donc et je lance la question sur le groupe
des habitologues, et là, il y a l'habitologue de Nord-Isère qui dit « Non, ce que tu vois là, t'inquiète pas, c'est pour telle raison. » Il n'y a pas de conséquence à ça, ne t'en inquiète pas. Ou oui, tu as raison d'avoir souligné, parce que là, quand même, etc. Donc, et moi qui en ai l'habitude, tu vois, ça, je le traite de cette façon-là. Je conseille, j'oriente vers ces pistes-là. Par contre, trouver un professionnel en Normandie, ça va peut-être pas être simple. Mais en tout cas, voilà les pistes possibles. Donc, il y a une interconnexion entre les habitologues entre eux. Hein. Donc ça, c'est quand même un outil qui nous semblait nécessaire et qui, je crois, l'est véritablement. Et après, donc, il y a la liaison, l'habitant qui a un besoin et l'habitologue qui a un savoir. Comment peut-on faire? Et donc, nous avons déposé le nom habitologue et nous avons créé un site. Et ce site donc, va répertorier les habitologues en compétences d'aider, d'accompagner, de coacher des habitants qui ont des besoins, des propriétaires, des occupants, etc. Alors, dans un premier temps, nous serons 3. Justement parce qu'il y a des gens qui sont intervenus qui ont des compétences et dont je sais qu'ils sont d'ores et déjà habitologues, et moi. Et j'espère que fin octobre, il y en aura 10, que fin décembre, il y en aura 25, que au mois de juillet l'année prochaine, il y en aura 100. Et voilà, l'idée, c'est à terme. Alors, ce site permet donc de géolocaliser l'habitologue. Donc, j'habite à telle commune, le code postal, le machin, voilà. Où est l'habitologue le plus proche? Il est là. Ah, tiens, j'en ai 1, 2, 3. Je vais voir sur ce site ces 3. Chacun a son espace à lui, où il explique qui il est, ce qu'il aime, etc., etc., pour voir s'il y a affinité et si on va plus loin. Hein. Il y a ensuite la possibilité sur ce site, chaque habitologue met un calendrier, dédie quelques temps, quelques espaces horaires, quelques tranches horaires pour prendre rendez-vous, et avec cet outil, il pourra y avoir une prise de rendez-vous du particulier, du demandeur, du futur client avec son futur habitologue, pour qu'ils aient un premier échange, 5 minutes, 10 minutes au téléphone pour dire, bah voilà, on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ça. Et pour celui qui, d'emblée, dit, moi, j'ai même pas besoin de ça, je veux tout de suite réserver, il y aura la possibilité de faire un règlement par avance pour ouvrir une tranche horaire et prendre un rendez-vous d'ores et déjà avec l'habitologue, etc. Donc, ça, c'est l'autre outil. Et comme les habitologues eux-mêmes seront abonnés à ce service-là gratuitement pendant 1 an et après ils auront une petite adhésion à payer parce que c'est un service qu'on leur apporte, hein, eh bien ça nous donne les moyens de réserver des noms de requêtes, hein, pour que voilà, les gens soient orientés vers l'habitologue. Donc voilà les outils qu'on met à disposition. Bien évidemment, l'architecte, le bureau d'études qui a déjà pignon sur rue ou qui s'installe pourra dire je suis habitologue, hein, mais il n'aura le droit de le dire et de le revendiquer qu'à partir du moment où il aura suivi cette formation et nous l'aurons certifié. Et donc, de façon à ce que, oui, ce ne soit pas quelque chose de galvaudé. Il ne suffit pas pour quelqu'un d'arriver, de dire je paye 5 000 € d'achat de mon espace et je paye ma cotisation et je suis sur l'annuaire. Non. C'est pas l'open bar. C'est vraiment des professionnels dont on peut prendre engagement, nous, quand en tout cas, ils ont acquis le tronc commun nécessaire à pouvoir revendiquer de faire de l'habitologie. Voilà ce qu'on propose. Parfait. Merci Claude pour ces explications.